Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Toutes les cartes bancaires émises en Haïti doivent désormais être libellées en gourde, selon une mesure fraîchement adoptée par la Banque de la République. Quand le gouvernement de Jack-Guy Lafontan veut assainir l'administration publique, les dossiers des contractuels sont analysés par l'Office de Management et de Ressources humaines. La Constitution ne peut plus résoudre le problème de renouvellement de mandat des sénateurs à cause des retards enregistrés dans l'organisation des élections. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Toutes les cartes bancaires émises en Haïti doivent désormais être libellées en gourde selon une mesure fraîchement adoptée par la Banque de la République. Depuis le 1er décembre, cette disposition est entrée en vigueur et la BRH accorde 3 mois aux institutions concernées pour qu'elles procèdent à la transition. Cette mesure vise à diminuer la pression sur les agents économiques qui souvent doivent acheter du dollar pour leurs transactions, selon le gouverneur Jean Baden-Dubois. Nous sortions circulaire depuis près de 3 mois. Côté nous averti depuis longtemps qu'à partir du 1er décembre, que toute transaction qu'a faite sur un code de crédit, que transaction en fait en Haïti, que transaction en fait l'autre bout de l'eau, il est supposé fait libellé en gourde. Transaction supposée passer sous compte mon en gourde. Ça veut dire que c'est là aux États-Unis la l'acheter, la payer en dollars, normalement, j'en ai habitué à payer, mais le la privé, la traverser sous compte li en gourde. Et ça, il pas le fait avec taux que Visa ou bien Mastercard utilisé, qui très souvent en fait, qui ont taux très proche de taux d'achat en fait, taux de vente en fait de devises en dollars en Haïti. Si vous achetez tout en Europe, transaction a faite en euros, mais mon a facturé en gourde. Il va juste calculer le taux de change là et puis la payer en gourde. L'objectif qui est recherché, c'est que les Haïtiens en général, ou majorité haïtien, c'est revenu en gourde que vous gagnez. Ou pas besoin que chaque Haïtien toujours un souci pour la chercher justement qui gens que le parle converti gourde lio pour joindre des dollars qui viennent faire l'obliger toute la journée c'est un pile de dollars dans poche et qui font rétention de dollars qui diminuent tout offre de dollars qui est disponible sur le marché pour les transactions. Nous bail institutions financières ont certain temps de façon à ce que yo converti balance qui sous compte mon de façon à ce que balance là les vignes qu'on y a là en goutte d'eau. Si bien que à partir du 1er avril tous les comptes OK, t'as supposé en goutte seulement. Le gouvernement de Jack-Guy Lafontan veut assainir l'administration publique. Les dossiers des contractuels, qui représentent 30% du personnel, sont analysés actuellement par l'Office de Management et de Ressources humaines OMRH. Des décisions seront prises, indique Josué Pierre-Louis, qui précise toutefois qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le directeur de l'OMRH a fait ces déclarations ce jeudi lors d'une conférence de presse à la résidence du Premier ministre Jack-Guy Lafontan. Maintenant, pour le personnel administratif, côté que c'est des postes permanents, comme tout article et constitution et décret 2005 dit. Donc pour le personnel permanent,
n'a titularisé pour ne pas causer au préjudice. Donc nous devons faire clarification ça, parce que nous avons à peu près 30% de contractuels maintenant dans l'administration publique au niveau de la fonction publique. Donc le nombre est un peu énorme. Mais nous parlons d'un monde que nous avons voulu aller. Pour le ministre, pas voulu aller. Là, régulariser la situation, parce que l'article 244 de la Constitution fait obligation au président de la République et au Premier ministre d'éviter toute disparité de salaire dans la fonction publique. Donc c'est une obligation de la Constitution. Donc l'organe et une disparité de salaire, ou une administration à deux vitesses, ou une administration qui est balkanisée, et comme conséquence, ça va briser l'enthousiasme chez certains. L'insécurité est en baisse en Haïti si l'on considère les chiffres des 3 dernières années. Déclaration du président du Conseil supérieur de la police nationale. Selon le Premier ministre, les citoyens sont alarmistes, notamment sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre invite les gens à vaquer librement à leurs activités durant les fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Il assure que des dispositions ont déjà été prises pour garantir leur sécurité. Nous passons instruction à la police nationale. Elle connaît que la police nationale a fait un bon travail. La police nationale de plus en plus professionnelle pour mener une lutte acharnée contre l'insécurité. C'est que le gouvernement de la République, moi-même, comme président CSPR, nous avons en pile réunion que nous faisons sur ça. Et actuellement, nous avons une mesure pour nous dire, c'est nous mesurer le niveau d'insécurité à Kounia avec Jean Théier il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a la baisse. Non seulement la baisse par rapport à données antérieures, mais par rapport à l'autre pays qui est dans la zone, je ne sais pas quel autre pays, Haïti, toutes dernières informations qui gagnent, Haïti beaucoup plus sécuritaire que le pays. Ces derniers temps, il y a un pile coup de filet que la police fait. Et c'est l'occasion ça que je prends pour me féliciter la direction générale de la police, pour me féliciter les policiers et les policières qui, pendant que nous-mêmes nous dormi sous cabane, que nous-mêmes avons fait un travail pour nous-mêmes, pour nous capables de fonctionner, pour nous dormir en paix. Le renouvellement du tiers du Sénat, qui devrait avoir lieu en début de l'année 2018, semble poser problème. Et la solution à ce problème, d'après Maître Patrick Laurent, n'est pas d'ordre constitutionnel. Nous allons essayer d'éclaircir ce point avec Maître Patrick Laurent. Bonsoir, Maître. Bonsoir et bonsoir à tous les amis auditeurs et auditrices de Metro News. Voilà, donc Maître Patrick Laurent, apparemment la solution au problème du renouvellement du tiers du Sénat ne se trouve pas dans la Constitution. Alors oui, si on pose le problème pour le renouvellement pour 2018, à ce moment-là, il faudrait, c'est pas la solution constitutionnelle parce que la première question à se poser, la durée du mandat. Donc c'est l'article 95, les sénateurs sont élus pour 6 ans et sont indéfiniment rééligibles. Maintenant, quand on prend l'article 95.3 de la Constitution, le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les 2 ans. La question qui se pose, quand a eu lieu le dernier renouvellement du tiers du Sénat? Le dernier renouvellement du tiers du Sénat a eu lieu en 2016, qui a donné, comme élu par exemple, en 2017,
le sénateur Patrice Dumont-Eco. Donc, je dirais moi-même, dans un terme ordinaire, la promotion de Patrice Dumont. Donc, ça veut dire le dernier renouvellement a eu lieu aux élections de 2016 et les élus ont pris fonction en 2017. Si on se réfère à l'article 95.3 de la Constitution, si on part du principe que le renouvellement du Sénat se fait par tiers, donc à ce moment-là, le plus prochain renouvellement devra se faire en 2018 pour que les élus rentreront en fonction le deuxième lundi du mois de janvier 2019. Mais ce qu'il faut retenir dans le cadre de ces élections, il y a eu par exemple la promotion de Senatus et Cato. Dans ces élections-là, le premier Senatus, donc, par analogie, donc il est élu pour 6 ans, le deuxième sénateur 4 ans. Pendant ce temps, il y avait un tiers du Sénat qui était en fonction. Nous voulons parler du tiers du Sénat qui avait, comme le président Privert, le sénateur Steven Benoît, sénateur Richer, sénateur Yannick, etc. Donc, ce qui veut dire, quand la promotion du Senatus était rentrée en fonction, on avait trouvé un tiers du Sénat qui était là, qui était 10 sénateurs qui restaient 1 an de leur mandat. Donc, ce que voudrait dire maintenant, à ce moment-là, il était 6, 4, 1. Et maintenant, quand on va renouveler ce tiers du Sénat qui composait de Steven Benoît, Richer et Yannick, avec l'avènement du sénateur et Patrice Dumont, on sera maintenant 6, 5, 3. Mais à ce moment-là, si on veut maintenant renouveler au niveau de la lettre de la Constitution, article 95.3, le renouvellement du Sénat se fait par tiers, sans tenir compte des mandats, eh bien, il faudrait retourner au dernier renouvellement du tiers qui a eu lieu en 2016. Et à ce moment-là, si on veut rester dans l'esprit et la lettre de la Constitution sans tenir compte de la durée du mandat, le renouvellement du prochain tiers doit se tenir théoriquement en 2018 pour que les sénateurs puissent rentrer en fonction en 2019. Mais il faut dire, mais on ne va pas pouvoir respecter l'article 95 qui est formel, qui dit que le mandat, les sénateurs sont élus pour 6 ans. C'est parce qu'il y avait toujours de retard au niveau des élections. On n'était probablement pas à l'intérieur de la Constitution. À ce moment-là, il se pose un problème. Si on veut retourner à l'ordre constitutionnel, disons, dans le renouvellement des mandats, et puis on va tomber à l'article 95-3, que le Sénat le tiers doit être renouvelé chaque 2 ans, et dans ce cas-là, vu sous ce angle-là, sans tenir compte de l'article 95, eh bien, les élections, probablement, devront avoir lieu en 2018 pour que les élus de ce nouveau tiers soient rentrés en fonction le 2e lundi de janvier 2019. Oui, ben c'est bien ça le problème. Le problème, c'est par quel bout on va aborder cette question. Est-ce qu'on va aborder la question par le bout de la durée de 2 ans, ou bien est-ce qu'on va l'aborder par à quel moment le sénateur est-il effectivement entré en fonction? On va aborder la question, par exemple, sur l'angle de l'article 95. Donc, c'est-à-dire, on dit que les sénateurs sont élus pour 6 ans, il va poser un problème. Ça veut dire, sénatus est là pour 6 ans, sénateur Cher-Ami est là pour 6 ans, et sénateur Patrice Dumont est là pour 6 ans. Comme sénateur Senatus a commencé avant, donc il reste à sénateur Senatus 5 ans et Cher-Ami 5 ans. Mais si on va aborder le problème sur le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les 2 ans, à ce moment-là, on va dire quand est-ce que le dernier renouvellement a eu lieu. On va voir, c'est en 2016. Eh bien, le prochain renouvellement doit avoir lieu en 2018. Je crois, et moi-même, pour alléger le problème, ça, il s'agissait d'une opinion, pour alléger le problème, il faudrait se rabattre à l'article 95.3 pour dire
que le renouvellement du Sénat se fait par tiers, quelle que soit la durée. Le dernier tiers doit être renouvelé après 2 ans. Et si c'est après 2 ans, donc cela remonte à 2018. Mais il faut dire que ça va toujours causer de problèmes parce que les sénateurs élus en 2016, qui constituent le dernier tiers maintenant, ils vont seulement passer 3 ans de leur mandat. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on puisse trouver une entente. Si l'entente va se trouver sur l'article 95.3, sans tenir compte des mandats, il veut dire que, comme la Constitution dit que le Sénat, le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les 2 ans, eh bien, comme le dernier tiers a été renouvelé en 2016, avec l'avènement de Patrice Dumont comme sénateur de Rony, Célestin, etc., eh bien, on va renouveler le prochain tiers en 2018. Mais ça va toujours poser de problèmes parce qu'à ce niveau-là, si on le fait comme ça, la promotion de sénateur, par exemple, je dirais, de Don Cato, va passer 3 ans de mandat. Et si on le fait en 2018 et en 2020, on va avoir un autre renouvellement, promotion de Yuri et de Senatus, ils vont passer 5 ans comme sénateur. Donc ce qui veut dire qu'il y aura toujours un problème parce qu'on n'était pas dans le temps constitutionnel, il y avait trop de retard dans les élections, mais la solution qui causerait moins de mal, à mon humble avis, serait la solution 95-3. Le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les 2 ans. On fera les élections en novembre 2018 pour que le prochain tiers puisse rentrer en fonction le 2e lundi du mois de janvier 2019. Eh bien, en conclusion, la seule solution qui reste au pays, c'est que les sénateurs concernés et le reste du gouvernement arrivent à s'entendre sur un consensus. Bon, oui, parce que ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la Constitution, il n'y a pas d'interprétation. La Constitution, c'est l'application stricte. Ça veut dire, on voit 95, la Constitution dit c'est 6 ans. On voit 95.3, la Constitution dit le renouvellement doit se faire par tiers chaque 2 ans. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus près de la Constitution? Eh bien, pour être plus près de la Constitution, c'est faire le renouvellement par tiers. Mais maintenant, chaque 2 ans, eh bien, on fait le renouvellement en 2018. Mais il n'y a pas moyen de parler de fin de mandat en janvier 2018. Maintenant, pour être plus proche de la Constitution, ce tiers qui est là, le dernier tiers, doit se terminer en 2019. Donc, il faut avoir les élections en novembre 2018. Ça, serait un compromis pour rester dans la Constitution, pour pouvoir avoir le renouvellement par tiers. Mais dans tout état de cause, il y aura toujours problème. Si on le fait en 2018, les élections, c'est que Antonio Cherami, la promotion d'Antonio Cherami passera 3 ans de mandat. La promotion de Yuri Latortue et de Jean-René Senatus, puisqu'on va renouveler chaque 2 ans en 2020, cette promotion passera 5 ans de mandat. Et seule la promotion de Patrice Dumont qui aura la chance de passer 6 ans comme sénateur, puisqu'à ce moment-là, vu sous ce angle, il y aura des élections pour eux en 2022. Bon, écoutez, Maître Patrick Laurent, merci d'avoir essayé de dénouer cet écheveau de la Constitution. Tout ça, évidemment, est la faute des retards qui ont été enregistrés au cours des années précédentes dans l'organisation des élections. Tout le calendrier, du coup, s'est trouvé chamboulé et aujourd'hui, on a des sénateurs qui contestent et d'autres qui se tiennent à la lecture stricte de la Constitution. Mais pour le bien du pays, je pense que les hommes d'État sont tenus de trouver la meilleure solution possible, plus proche de la Constitution. Absolument. Merci, Maître Patrick Laurent, et bonne fin de soirée. Merci à toi aussi. La Banque de la République d'Haïti veut renforcer la capacité des journalistes haïtiens. Une formation de 9 mois a été organisée au profit de 17 professionnels de la presse de la capitale.
Par cette initiative, la BRH voulait donner des outils aux bénéficiaires afin qu'ils puissent mieux appréhender les sujets économiques. Selon le gouverneur, Jean Baden-Dubois, ces journalistes seront plus aptes à alimenter le débat en contenu plus soutenu. Les participants ont reçu ce jeudi leur certificat marquant la fin de cette première expérience. S'il est un domaine dans lequel les journalistes haïtiens accusent souvent des déficits, c'est bien celui de l'économie. Pour tenter de combler ce vide, la Banque de la République d'Haïti, BRH, a organisé une formation de 9 mois à l'intention des travailleurs de la presse. Cette période d'apprentissage, une fois bouclée, a été couronnée ce jeudi par la remise de certificats à 17 journalistes issus de différents médias. Désormais, les bénéficiaires disposent de certains outils intellectuels pour aider la population à mieux comprendre les grands enjeux de la finance. La politique monétaire, l'inclusion financière, le compte unique du Trésor sont quelques-uns des principaux thèmes abordés lors de cette formation. Le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, évoque l'importance de ce cours. Nous faisons formation ça, c'est de façon à monter le niveau de discussion et de dialogue qui gagne dans le pays. Son formation technique pour comprendre les mécanismes qui font qu'on économie marché. Comment politique monétaire là liée avec politique fiscale là, qui est fait politique fiscale là gain sous politique économique là, qui est fait ça gain le déficit, le financement monétaire. Il y a toute une série de questions, le lab garder budget, qui j'en chiffre budget agencé et qui est fait que le poil gain sous communauté. Des journalistes interrogés sur leur expérience pendant ces 9 mois affirment être mieux armés pour informer et former leur auditoire sur les sujets ayant rapport à l'économie. Asnel Laurent de Mélodie FM, Neptune Pamphile de Radio Antilles et Luc Nergaro de Métropole applaudissent cette initiative de la BRH. C'est extrêmement important pour que capable gagner une masse critique dans la société, surtout les journalistes qui forment sur différents points qui dans l'économie et que en général, lorsque le décideur prend des décisions pour capable arriver à analyser les décisions ça. On ne peut pas se contenter d'informer les gens, il faut avoir un prérequis pour permettre au commun des mortels de bien saisir les données et notamment les thématiques concernant le journalisme économique. Donc je pense que ça a été une expérience positive. Le questionnaire Farel vient, ils font en conférence, ils présentent un rapport sur compétitivité. Et puis, le journaliste a rentré dans la radio, il juste dit conférence de presse aujourd'hui, questionnaire Farel a présenté le rapport sur la compétitivité. Haïti est placé 55e. Et puis, il a balancé son questionnaire Farel. On n'a pas fait grand-chose. Alors, ce qu'on y a là, c'est au cas pour contre sa compétitivité, qui ça conduit à la compétitivité, qui ça fait Haïti plus compétitif, qu'on y a produit un reportage pour dire mes faiblesses non, mais ça ne se pose améliorer et là au plus utile. Cette formation sur l'économie intervient dans un contexte où les questions de budget national ou encore de passation de marchés publics sont très débattues dans les médias. Ces 17 journalistes formés sont plus aptes aujourd'hui à informer la population sur ces différents sujets et notamment sur les dernières mesures de la BRH concernant l'obligation que la carte de crédit ou de débit soit libellée en gourde. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe et le représentant résident de l'ONU en Haïti ont signé ce jeudi les plans de travail pour la mise en œuvre du cadre conjoint de développement durable des Nations Unies 2017-2021. D'après les explications d'Aviol Fleurant et de Mamadou Diallo, ce document s'inscrit en droite ligne de la politique de développement du chef de l'État ainsi que des grandes orientations de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ce qui nous réunit ce matin, sous votre auguste leadership, c'est simplement de finaliser le processus de planification, d'approbation et de signature du cadre de développement, mais également de ces plans de mise en œuvre. Notre rencontre ici aujourd'hui devrait être ce que les hommes en uniforme pourraient appeler le lancement des plans de campagne, à savoir la feuille de route que vous allez nous donner à travers ces plans de travail en nous disant nous sommes d'accord sur ça et voilà ce qu'on va faire dans les prochaines années. Le gouvernement s'inscrit dans une vision de développement à long terme, à la fois harmonieuse et responsable. Le MPCE, animé par ce souci du développement, prend des décisions aujourd'hui en pensant au futur et est chargé
de consacrer cet engagement du gouvernement en cherchant à doter le pays en action de développement durable qui devrait le hisser parmi les États les plus progressistes en la matière. Lancement officiel ce vendredi d'une nouvelle entité politique dénommée Entente nationale pour la stabilité et le progrès. Fraîchement créée, cette structure politique se veut un espace regroupant de nombreuses organisations sociopolitiques en vue de débattre des problèmes que confronte Haïti. Écoutons les précisions de Jean-Tel Joseph, l'un des leaders de cette nouvelle structure. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.